Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal télévisé de la Voix de la Russie. Ce rendez-vous hebdomadaire en français vous présentera les actualités russes, françaises et internationales sous l'angle de la réinformation. Contrairement à une vision tronquée et manichéenne de l'information délivrée par le mainstream médiatique français, nous nous efforcerons de vous faire percevoir que la vérité n'est jamais tout entière du même côté. Au sommaire de cette édition, élection municipale en Hollandie, la République a remplacé la démocratie. Intermittent du spectacle, un tiers du déficit des ascédiques et des bataillons pour la culture de mort. De François Mitterrand à François Hollande, tout le monde écoute tout le monde et personne ne sait rien. Discours de Vladimir Poutine à la Fédération, la Russie ne sera pas un pion dans le jeu de l'OTAN. Sergueï Lavrov propose un plan pour sortir l'Ukraine de sa crise interne. Que vont faire l'Europe et les États-Unis? Sanctions européennes contre la Russie, attention au retour de manivelle. Hommage à Mikhail Lermontov au Centre de Russie pour la culture et la science de Paris à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. L'émission à bâton rompu reçoit Alexandre Pouliot-Roberge, journaliste québécois et russophile. Il n'y a plus de démocratie en France. Elle a été remplacée par la République. Vous n'entendrez pas un ministre, pas un leader de parti politique défendre la démocratie et le respect de la volonté du peuple. En revanche, il aura plein la bouche et les poches des valeurs de la République. On ne sait plus trop si elles sont fiduciaires ou philosophiques, mais elles sont très pratiques pour écarter du débat tout dissident un peu plus déterminé qu'une pâle opposition empêtrée dans une guerre des chefs. Les élections municipales de ce dimanche n'échappent pas à cette règle bien française qui veut que tout soit politique, sauf les affaires politiques qui sont confisquées, elles, par les lobbies et les loges. Alors que les élections municipales n'ont d'enjeux que locaux, la conduite quotidienne des 35 000 petites communes de France va être polluée par des contingences nationales. Le bilan du gouvernement est tellement catastrophique que le seul suspense réside dans l'abstention pour ses premières élections depuis celle de François Hollande. Depuis les années 80, l'abstention aux élections municipales est passée de 21% à 36%. Et les instituts de sondage prédisent une abstention record pour cette année puisqu'elle devrait atteindre 40%. La défaite du PS est assurée. L'enjeu n'est que d'en minimiser l'ampleur. La gauche, qui fanfaronnait en 2008, après la vague rose qui avait emporté une quarantaine de villes de plus de 20 000 habitants, risque fort de déchanter au retour des flots. Avant le scrutin de dimanche, la gauche détenait 61 villes de 50 000 habitants et plus, l'UMP 35. Sur les 50 plus grandes villes de la métropole, le PS en détient 31 contre 13 à l'UMP. Une UMP qui a modéré toutefois ses prétentions. La vague bleue annoncée par Jean-François Copé en novembre 2013 sera sans doute moins flagrante qu'espérée. Car le FN est en embuscade et le PS en fait un allié objectif en favorisant les conditions de son maintien au second tour. En effet, la barre des 12% des inscrits pour se maintenir au second tour a été baissée à 10%. Les triangulaires devraient ainsi être encore plus nombreuses qu'en 1995, année record. Est-ce un mal? Pour la République, oui, diront les lobbies et les loges. Pour la démocratie, en aucun cas. Le parti de Marine Le Pen présente aujourd'hui plus de lices qu'en 2008. Ce parti à 17% ne compte à ce jour que 80 conseillers municipaux. Et les sondages lui en accordent plus de 1000 à l'issue de ce scrutin. Peut-être même des mairies, à moins que le Front républicain ne vienne encore tuer la démocratie. Paris restera à gauche, c'est une ville décadente. Marseille devrait vieillir avec Jean-Claude Gaudin, mais qui sait si le frontiste Stéphane Ravier ne se posera pas en héritier en remportant un arrondissement. On regardera avec attention Lille, Bordeaux, Montreuil, Forbach, Caen, Béziers, Hénin-Beaumont, Nice, Strasbourg, Toulouse ou encore Amiens. Mais c'est bien plus pour l'avenir des politiciens qui briguent ces fauteuils de maire pour mieux asseoir leur ambition nationale. Pas de grands changements en fait, et s'il y en a, pourquoi faire? Car le plus curieux est de voir ce pays, la France, dont la majorité des électeurs votent à droite, être gouverné à gauche et se suicider à petit feu. Elle se vend à Washington, remplace son peuple, oublie son histoire et entache son avenir. C'est la France qui vote et c'est la Hollandie qui sort des urnes. Et ce, grâce à un front républicain qui prive la démocratie d'une alliance nécessaire. L'UMP en est le dupe, le FN s'y vautre et le PS s'en régale. Triste France. Superbe diversion du gouvernement Hollande. Pendant que Fabius n'exclut pas l'option militaire en Ukraine et se fait comique troupier, les partenaires sociaux, qui ne représentent ni les salariés ni les PME-PMI, pourtant seules créatrices d'emplois en France, sont tombés d'accord pour que leurs troupes syndicales gardent leurs privilèges et que les actionnaires du CAC 40 continuent de s'en mettre plein les poches.
Les grands perdants de ces pseudo-consultations, les seniors en activité. Jusqu'alors dispensés de cotisations chômage s'ils avaient plus de 65 ans, ils devront désormais s'acquitter du taux commun de 6,4%. Les chômeurs, eux, s'ils sont du régime général, verront leurs allocations réduites. Bref, toute une série de mesures, mais aucune qui puisse répondre au fait que le régime des intermittents du spectacle, corollaire de l'exception culturelle française, est responsable du tiers du déficit des ACDIC. 3% des demandeurs d'emploi en France se goinfrent 1,3 milliard d'euros. En 30 ans, le nombre d'intermittents a été multiplié par 25, passant de 10 000 à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 à 112 000 aujourd'hui. Et comme le régime est extrêmement avantageux, on peut le comprendre. 3 mois et demi de cotisation ouvrent droit à 8 mois d'indemnité. Les cotisations retraite sont versées à l'intermittent, qu'il travaille ou pas. Et les intermittents consomment l'intégralité de leurs droits à l'indemnisation puisqu'ils cumulent dans un même mois leurs cachets les jours où ils sont en représentation, en concert ou en tournage, et leurs indemnités les jours sans spectacle. De quoi former des bataillons complets de militants politiques. Travaillant 3 mois par an laisse en effet le temps pour revendiquer. Le système entretient artificiellement à la charge de ceux qui travaillent 250 000 emplois là où il n'en faudrait que 11 000. Mais il serait faux de croire que le système n'arrange pas les employeurs eux aussi. Et qui sont-ils d'abord ces employeurs? Des associations de cultureux subventionnées par des fonds publics, des sociétés privées de production audiovisuelle, mais aussi des entreprises publiques comme Radio France qui emploient par exemple des milliers d'intermittents dont bon nombre ne correspondent absolument pas aux critères de l'intermittence. C'est le cas par exemple d'un nombre important de journalistes. Il est aussi étonnant de voir combien le régime des intermittents sert à financer les vecteurs de déculturation, de promotion de la culture de mort et de désinformation. Qu'il falsifie l'actualité en étant journaliste, ou l'histoire par des séries ou des films manichéens en étant comédien, producteur ou technicien, ou qu'il prêche les bonnes valeurs de l'homosexualité, du métissage, de l'avortement ou de l'euthanasie, ils profitent tous du système. Il faut bien compenser ce que les Français n'achètent pas volontairement et leur faire avaler de force ce qu'ils rejettent naturellement au nom du bien, du beau et du vrai. De l'aveu même de David Pujadas, la voix de son maître, il faut 300 personnes pour réaliser un journal de 20 heures sur France 2. 300 personnes qui bénéficient ou des niches fiscales des journalistes ou des niches fiscales des intermittents du spectacle. Sur ProRucha.tv, nous sommes 15, dont certains sont bénévoles. Quant à dire qui de France 2 ou de ProRucha.tv fait preuve de professionnalisme, c'est à vous de choisir et de compter. Car si vous payez une petite fortune pour France 2 entre la redevance télé et les allocations chômage, vous ne payez rien pour ProRucha.tv. On ne sait pas si la police française est devenue la Stasi, mais le « Allô, ne quittez pas, vous êtes sur écoute » paraît plus que jamais d'actualité. Depuis l'affaire des fameuses écoutes de l'Élysée dans les années 80, les mauvaises méthodes socialistes ont la peau dure. Souvenez-vous, sous le premier septennat de François Mitterrand, une cellule antiterroriste chargée de veiller exclusivement à la protection de l'Élysée réalise des écoutes téléphoniques illégales. On craint à cette époque un coup d'État des éléments les plus extrémistes refusant le passage de la France au socialisme. Mais surtout, on craint des divulgations sur la vie personnelle du président ou les méthodes de son entourage qui pourraient servir de moyen de pression contre la République. Près de 3000 conversations concernant 150 personnes ont été enregistrées en dehors de tout cadre légal. Comme la presse l'a rapporté à l'époque, ce ne furent pas les premières écoutes téléphoniques effectuées par les services de la République, mais celles-ci ne concernaient pas le service de l'État, mais des demandes personnelles de François Mitterrand ou de ses proches. Son héritier politique, François Hollande, a conservé la tradition de la vie parallèle, mais aussi celle des écoutes. Seul le cadre légal a changé. On le sait, le candidat Hollande a plus été élu par défaut pour chasser le président sortant Nicolas Sarkozy qu'en fonction de son programme ou de sa personne. Même si les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, M. Bricolage doit quand même amèrement regretter d'avoir suivi ses communicants en promettant de faire régner l'exemplarité à la tête de l'État. Car depuis son avènement, affaires, mensonges et passe-droits en tout genre se multiplient, rendant chaque jour de plus en plus impopulaire ce gouvernement qui semble avoir prévu de battre des records dans le domaine. Une fois encore, on frise l'irresponsabilité et le même numéro de dupes se répète. À la veille des municipales, l'affaire des écoutes de l'ancien président Sarkozy, dans le cadre du possible financement de sa campagne par Kadhafi, a déstabilisé le gouvernement français. Alors que le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, reconnaît avoir été mis au courant, Madame Taubira, ministre de la Justice, prétend ne pas avoir été informée, tout en brandissant à la presse des documents qui démontrent exactement le contraire. Tout comme l'inénarrable ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, dont ce sont
les services placés sous son autorité qui en ont été chargés. Le pataquès et sa suite de couacs continuent en Hollandie. Les mêmes mensonges et les mêmes contradictions que dans l'affaire Cahuzac. Mais aussi la théorie du genre, le mariage du même sexe et j'en passe. Ce sont les mêmes acteurs qui jurent, la main sur le cœur, n'être au courant de rien, en dépit des documents et des rapports qui attestent le contraire. Alors, incompétence ou déni de réalité? Le premier flic de France, certains diront le premier shérif, n'est jamais au courant de rien. C'est étonnant d'être aussi mal informé alors qu'une récente enquête vient de révéler la collaboration étroite établie entre la DGSE et l'opérateur Télécom en dehors de tout contrôle. En effet, parmi les révélations d'Edward Snowden, on découvre ainsi que le service secret français dispose d'un accès libre et total aux réseaux et aux flux de données qui transitent par les réseaux de l'opérateur. Autrement dit, l'accès aux communications téléphoniques et Internet de chaque citoyen français. Les gouvernements s'octroient donc des pouvoirs auxquels ils n'ont pas droit, car il n'existe aucune surveillance de la part du public qui doit se contenter de faire confiance. Même si un individu n'a rien fait de mal, il est épié et enregistré. Il suffit juste d'être suspecté, même par erreur, et alors les services utiliseront des systèmes dont vous ignorez jusqu'à l'existence pour remonter dans le temps, examiner minutieusement vos choix, vos communications et extrapoler ainsi des soupçons à partir d'une vie inoffensive. Après ça, on ne doute pas que Manuel Valls soit le mieux placé pour donner des leçons de valeurs républicaines à un soldat du feu qui refuse de lui serrer la main. Le matador des salons doit avoir oublié que ce n'est pas le titre qui confère le respect, mais l'homme qui est censé incarner la fonction. Si un ministre a rang d'autorité, il est d'abord au service de son peuple et en particulier de ceux qui ont fait le choix de défendre et de protéger. Monsieur Valls découvre une réalité qui semble lui avoir échappé. À travers la succession des affaires au fil des ans, le monde politique s'est discrédité et il apparaît de plus en plus comme une caste ou une oligarchie de plus en plus étrangère aux préoccupations des citoyens ordinaires. Après tant de tromperies, de dissimulation et de manipulation, les Français ne leur reconnaissent plus aucune légitimité. Et qui pourrait leur donner tort ? Mardi dernier, le 18 mars, le président Poutine s'est adressé à la Fédération de Russie dans un discours solennel devant tous les représentants politiques, administratifs, militaires et civils de son pays. Pendant 50 minutes, il a expliqué la genèse de la crise ukrainienne et les raisons qui ont motivé la Fédération de Russie d'accueillir en son sein la République autonome de Crimée. Ce discours, personne n'a pu le lire ou l'entendre en France, comme pour son adresse aux Américains lors du règlement de la crise syrienne par la diplomatie russe. Aucune radio, aucun journal, aucune télévision française ne s'est donné la peine de reproduire in extenso ce discours. Vous aviez eu droit à la retransmission en direct de l'investiture de Barack Obama, mais pas des discours historiques de Vladimir Poutine, alors même que la diplomatie française, par la voix de Laurent Fabius, engage la France dans une guerre ouverte avec le plus grand pays du monde, partenaire historique et naturel d'une Europe indépendante. Ce discours, nous l'avons sous-titré pour vous et publié sur notre chaîne Toute Image, en intégralité. Pour faire comprendre la position de la Russie sur les événements en Crimée, Vladimir Poutine est revenu sur la prise du pouvoir par les armes à Kiev par des groupuscules ayant confisqué les manifestations de la place Maïdan. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они доили Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. При этом власть придержащих мало интересовала, чем и как живут простые люди. В том числе, почему миллионы граждан Украины не видят для себя перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу, но паденные заработки в другие страны. Хочу отметить, не в какую-то силиконовую долину, а именно на паденные заработки. Только в России в прошлом году их работало почти 3 миллиона человек. По некоторым оценкам, объем их заработков в 2013 году в России составил более 20 миллиардов долларов. Это порядка 12% ВВП Украины. Повторю, хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на Майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, бедности, право на мирный протест, демократические процедуры, выборы для того и существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает людей. Но те, кто стоял за последними событиями на Украине, преследовали другие цели.
Они готовили государственный переворот. Очередной. Планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом определяют и сегодня еще до сих пор жизнь. Les exactions contre les russophones ont démarré dès le premier jour de la prise du pouvoir par les ultranationalistes, interdiction du russe, enlèvement des élus russophiles, menaces de mort et meurtres. Alors même que le président russe s'exprimait à la télévision, le directeur de la première chaîne ukrainienne a été contraint sous la menace de démissionner par des miliciens de Pravik Sector pour avoir osé diffuser ce discours. Les habitants de Crimée étaient donc en droit de se protéger. Vladimir Poutine a rappelé que le référendum organisé par les institutions élues et légales de Crimée était conforme au droit international. Далее, объявляя о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет Крыма сослался на устав Организации Объединенных Наций, в котором говорится о праве нации на самоопределение. Кстати, и сама Украина, хочу это напомнить, объявляя о выходе из СССР, сделала то же самое, почти текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим правом, а крымчанам в нем отказывают. Почему? Кроме того, крымские власти опирались и на известный косовский прецедент. Прецедент, который наши западные партнеры создали сами, что называется, своими собственными руками. В ситуации абсолютно аналогичной крымской признали отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, что никакого разрешения центральных властей страны для одностороннего объявления независимости не требуется. Международный суд ООН на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединенных Наций согласился с этим. И в своем решении от 22 июля 2010 года отметил следующее. Привожу дословную цитату. Никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности. И далее. Общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости. Все, как говорится, предельно ясно. Я не люблю обращаться к цитатам, но все-таки не могу удержаться. Еще одна выдержка из еще одного официального документа. На этот раз это письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот самый международный суд в связи со слушаниями по Косово. Опять процитирую. Декларации о независимости могут, и часто так и происходит, нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международного права. Конец цитаты. Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь возмущаются. Чему? Ведь действия крымчан. Le président de la Fédération de Russie a poursuivi son discours par une mise en garde ferme et sans appel contre les manœuvres de l'OTAN et de Washington. La Russie ne sera pas un pion. В этой связи, конечно, возникают и другие мысли. Нам говорят о какой-то интервенции в Крыму российской, об агрессии. Странно это слышать. Что-то не припомню из истории ни одного случая, чтобы интервенция проходила без одного единственного выстрела и без человеческих жертв. Уважаемые коллеги, в ситуации вокруг Украины, как в зеркале, отразилось то, что происходит сейчас, да и происходило на протяжении последних десятилетий в мире. После исчезновения биполярной системы на планете не стало больше стабильности. Ключевые международные институты не укрепляются, а часто, к сожалению, деградируют. Наши западные партнеры во главе с Соединенными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного. Они уверовали в свою избранность и исключительность, в то, что им позволено решать судьбы мира, что правы могут быть всегда только они. Они действуют так, как им заблагорассудится. То тут, то там применяют силу против суверенных государств.
выстраивают коалиции по принципу «кто не с нами, тот против нас». Чтобы придать агрессии видимость законности, выбивают нужные резолюции международных организаций. А если по каким-то причинам этого не получается, вовсе игнорируют и Совет Безопасности ООН, и ООН в целом. Так было и в Югославии, мы же хорошо об этом помним, в 1999 году. Трудно было в это поверить, глазам своим не верил. Но в конце 20 века по одной из европейских столиц по Белграду в течение нескольких недель наносились ракетно-бомбовые удары. А затем последовала настоящая интервенция. Что, разве была резолюция Совета ООН по этому вопросу, разрешающая такие действия? Ничего подобного. А потом были и Афганистан, и Ирак, и откровенные нарушения резолюции СБ ООН по Ливии, когда вместо обеспечения бесполетной зоны, так называемой, тоже начались бомбежки. Была и целая череда управляемых цветных революций. Понятно, что люди в тех странах, где были эти события, устали от тирании, от нищеты, от отсутствия перспектив. Но эти чувства просто цинично использовались. Этим странам навязывались стандарты, которые никак не соответствовали ни образу их жизни, ни традициям, ни культуре этих народов. В результате вместо демократии и свободы хаос, вспышки насилия, череда переворотов. Арабская весна сменилась арабской зимой. Подобный сценарий был реализован и на Украине. В 2004 году, чтобы продавить нужного кандидата на президентских выборах, придумали какой-то третий тур, который не был предусмотрен законом. Просто абсурд и издевательство над Конституцией. А сейчас бросили в дело заранее подготовленную, хорошо оснащенную армию боевиков. Мы понимаем, что происходит. Понимаем, что эти действия были направлены и против Украины, и России, и против интеграции на евразийском пространстве. И это в то время, когда Россия искренне стремилась к диалогу с нашими коллегами на Западе. Мы постоянно предлагаем сотрудничество по всем ключевым вопросам. Хотим укреплять уровень доверия. Хотим, чтобы наши отношения были равными, открытыми и честными. Но мы не видели встречных шагов. Не видели их. Напротив, нас раз за разом обманывали, принимали решения за нашей спиной, ставили перед свершившимся фактом. Так было и с расширением НАТО на восток, с размещением военной инфраструктуры у наших границ. Нам все время одно и то же твердили. Но вас это не касается. Легко сказать, не касается. Так было и с развертыванием систем противоракетной обороны. Несмотря на все наши опасения, машина идет, двигается. Так было с бесконечным затягиванием переговоров по визовым проблемам, с обещаниями честной конкуренции и свободного доступа на глобальные рынки. Нам сегодня угрожают санкциями. Но мы и так живем в условиях ряда ограничений, весьма существенных для нас, для нашей экономики, для нашей страны. Например, еще в период холодной войны США, затем и другие страны запретили продавать в СССР большой перечень технологий и оборудования, составив так называемые кокомовские списки. Сегодня они формально отменены, но только формально. На деле многие запреты по-прежнему действуют. Словом, у нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в XX веке, продолжается и сегодня. Нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол за то, что мы имеем независимую позицию, за то, что ее отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами и не лицемерим. Но все имеет свои пределы. И в случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту, вели себя грубо, безответственно и непрофессионально. Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в Крыму живут миллионы русских людей. Насколько нужно потерять политическое чутье и чувство меры, чтобы не предвидеть всех последствий своих действий. Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмется. Надо помнить об этом всегда. Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики холодной войны и признать очевидную вещь. Россия самостоятельный, активный участник международной жизни.
У нее, как и у других стран, есть национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать. При этом мы с благодарностью относимся ко всем, кто с пониманием подошел к шагам нашим в Крыму. Признательны народу Китая, руководство которого Parfaitement conscient de la partie de bras de fer qui s'engage et fort d'une cote de popularité exceptionnelle avec 75% de soutien dans son peuple, Vladimir Poutine a accueilli sereinement la Crimée et Sébastopol au sein de la Fédération de Russie. Уважаемые жители Крыма и города Севастополь, вся Россия восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью. Это именно вы решили судьбу Крыма. В эти дни мы были близки как никогда, поддерживали друг друга. Это были искренние чувства солидарности. Именно в такие переломные исторические моменты проверяется зрелость и сила духа нации. И народ России показал такую зрелость и такую силу. Своей сплоченностью поддержал соотечественников. Твердость внешнеполитической позиции России основывалась на воле миллионов людей, на общенациональном единении, на поддержке ведущих политических и общественных сил. Я хочу поблагодарить всех за этот патриотический настрой, всех без исключения. Но нам важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед Россией. Мы явно столкнемся и с внешним противодействием. Но мы должны для себя решить, готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы, или будем вечно их сдавать, отступать неизвестно куда. Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду. Действия некой пятой колонны, разного рода национал-предателей, или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей. Рассматриваем подобные заявления как безответственные и явно агрессивные, и будем соответствующим образом на это реагировать. При этом мы сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими партнерами. Ни на Востоке, ни на Западе. Наоборот, будем делать все необходимое, чтобы строить цивилизованные, добрососедские отношения, как это и положено в современном мире. Уважаемые коллеги, понимаю... La Crimée est donc redevenue une terre russe après une parenthèse sans importance de 60 ans dans son histoire millénaire. La Russie n'a pas cédé aux manœuvres de l'OTAN et une fois de plus, sans verser une seule goutte de sang, elle a défendu le droit international et fait respecter ses droits, son rang et son indépendance. Alors que les violences continuent à Kiev aux mains des milices ultranationalistes ou carrément néo-nazis comme elles se définissent elles-mêmes, la diplomatie russe dirigée par Sergueï Lavrov tente de contrer les volontés d'hégémonie de l'OTAN en proposant un plan de sortie de crise en Ukraine. Un groupe de discussion a été demandé par l'Union européenne et les États-Unis pour, je cite, établir le dialogue entre Moscou et Kiev. Postulat de départ erroné puisque ce n'est pas la Russie qui est à l'origine des événements de Kiev. La situation actuelle est une crise profonde de la société ukrainienne attisée par des puissances occidentales. Pour Sergueï Lavrov, c'est bien, je cite, ce qui a conduit la polarisation de la société et la escalade brutale des antagonismes entre les différentes parties du pays. Fin de citation. C'est la poursuite de cet objectif, aider à surmonter ces antagonismes internes à la société ukrainienne, qui devrait donc être au cœur des efforts de la communauté internationale.
Dans le respect de cet objectif et en tenant compte des appels qui ont été adressés à la Fédération de Russie par les États-Unis et par des pays européens, il y a une semaine, Sergueï Lavrov a élaboré et remis à ses principaux partenaires aux États-Unis, en Europe et dans d'autres régions du monde, les propositions russes sur la façon dont pourrait être organisée cette aide externe portant sur des mesures que les Ukrainiens devraient prendre eux-mêmes pour sortir de la crise. À cette fin, la Russie a proposé de constituer un groupe de soutien compact pour l'Ukraine, dont la composition devrait convenir à toutes les forces politiques ukrainiennes. Les membres du groupe s'engageraient à s'inspirer de principes incontournables. Le premier de ces principes est indiscutablement le respect des intérêts du peuple multiethnique de l'Ukraine, accompagné d'un soutien des aspirations légitimes de tous les Ukrainiens et de toutes les régions du pays, de vivre en sécurité conformément à leurs traditions et coutumes, d'utiliser librement leur langue maternelle, d'avoir un accès libre à leur culture et à maintenir des liens étendus avec leurs compatriotes et leurs voisins. L'Europe devra aussi reconnaître, malgré la complaisance de Laurent Fabius et de l'imposteur BHL, l'inadmissibilité de la renaissance d'une idéologie néo-nazie. Il est nécessaire pour les politiciens ukrainiens de se dissocier des ultranationalistes et d'arrêter leur tentative de déstabilisation des différentes régions du pays. Sergueï Lavrov continue ses propositions en insistant sur la reconnaissance de l'importance de la paix civile et de la concorde nationale en Ukraine, ainsi que la promotion des relations constructives dans la région euro-atlantique sur base de l'égalité et du respect mutuel des intérêts de tous les États qui y sont situés. L'Ukraine est un pays aux frontières de l'Europe et de l'Eurasie. Elle doit être un pont et non un obstacle aux bonnes relations entre ces deux blocs et cesser d'être instrumentalisée par l'OTAN. Pour Sergueï Lavrov, le groupe de soutien aura pour mission d'encourager les Ukrainiens à mettre en œuvre les actions prioritaires comme le désarmement des milices et l'ouverture d'une enquête objective sur les actes de violence qui se sont produits en décembre 2013 et en février 2014, notamment l'assassinat par des snipers de policiers et de manifestants. La présence d'un fusil de précision dans le coffre de l'actuel ministre de l'Intérieur et son éventuelle implication dans ces meurtres sous-entend bien évidemment que cette enquête soit confiée à une juridiction indépendante. Le deuxième chantier prioritaire pour les Ukrainiens est de convoquer sans délai l'Assemblée constitutionnelle avec une représentation équitable de toutes les régions d'Ukraine. Ceci afin de préparer une nouvelle constitution fédérale en vertu de laquelle seront restaurés les principes de la primauté du droit, des droits de l'homme et de toutes les minorités nationales, la liberté d'expression et de l'activité des partis politiques et des médias, ainsi que d'autres principes qui assurent le système politique de l'Ukraine comme étant un État fédéral démocratique détenant une souveraineté et un statut militaire et politique neutre. On ne doit plus voir ces images extraordinaires où des miliciens frappent en direct le directeur de la première chaîne nationale ukrainienne parce que celui-ci, dans un esprit de neutralité, a osé diffuser une partie du discours de Vladimir Poutine. Cette nouvelle constitution fédérale devra également, à côté de la langue ukrainienne, octroyer le statut de deuxième langue officielle à la langue russe, tandis qu'un statut en conformité avec la Convention européenne sur les langues régionales et minoritaires sera attribué aux autres langues. Tout le pouvoir ne doit pas résider à Kiev, comme le montre le décalage entre les autorités régionales légales, élues, et le pouvoir central non élu et pris par les armes. Les régions devront pouvoir élire directement, de façon autonome, les membres de leur pouvoir législatif et exécutif et détiendront de larges pouvoirs qui reflèteraient leur identité culturelle et historique en matière d'économie et de finances, de questions sociales, de langue, d'éducation et de relations interrégionales, tout en protégeant les droits des minorités ethniques dans chaque entité fédérée. Dans les propositions de Sergueï Lavrov, il sera notamment interdit et punissable d'interférer dans les affaires de l'Église et dans les relations interconfessionnelles. La décision d'approbation d'une nouvelle constitution sera adoptée par l'Assemblée constitutionnelle sur base du consentement de tous les participants. Le projet de constitution sera soumis à un référendum, le peuple, comme en Crimée, détenant la seule légitimité. Enfin, le plan de solution de crise soumis par la diplomatie russe à ses confrères occidentaux et ukrainiens prévoit qu'immédiatement après l'approbation de la nouvelle constitution sera fixé sous le contrôle d'observateurs internationaux représentant une part large et objective de la communauté internationale la tenue d'élections nationales des plus hautes autorités de l'État de l'Ukraine et d'élections concomitantes des pouvoirs législatifs et exécutifs dans chaque entité fédérée.
Bien évidemment, dans le cadre de relations apaisées et constructives, le référendum tenu en Crimée sera reconnu et respecté. La Crimée a le droit de déterminer son propre destin, conformément au résultat de la libre expression de volonté de ses habitants au cours du référendum du 16 mars 2014, accepté par la Fédération de Russie. La Crimée est désormais une république autonome de la Fédération de Russie. Sergueï Lavrov s'est dit convaincu qu'une fois ces mesures acceptées et appliquées par la population ukrainienne, la souveraineté de l'Ukraine, son intégrité territoriale et le statut militaire et politique neutre seront garantis par la Russie, l'Union européenne et les États-Unis. Une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pourra consolider cette indépendance. Comme lors de la crise syrienne, la diplomatie russe se pose en arbitre du droit international et de la paix. La Russie, forte notamment des soutiens qu'elle peut avoir au sein des BRICS comme la Chine ou l'Inde, est d'ores et déjà prête à procéder sans délai à la mise en place d'un mécanisme multilatéral visant à faciliter le règlement de la crise ukrainienne, conformément à ses propositions. S'il n'y a guère de doute sur les volontés des peuples occidentaux à privilégier la paix, on peut être plus inquiet des réelles motivations des chancelleries françaises, allemandes ou américaines. Veulent-elles réellement la paix ? L'Union européenne et les États-Unis, furieux de voir la Russie éteindre le feu allumé par leurs soins en Ukraine et en Crimée, ont décidé de prendre des sanctions contre la Russie et certains de ses dirigeants, mais aussi contre des journalistes ou des hommes d'affaires. On passera rapidement sur l'option militaire qui a été envisagée que par Laurent Fabius et qui a fait rire la terre entière jusqu'aux éleveurs de rennes de la Yakoutie. C'est désormais la bonne blague qu'on se raconte au coin du feu après une journée de chasse. Ces sanctions prises contre les ressortissants russes visent à geler les avoirs de ces derniers hors Russie et à les interdire de déplacement dans la zone européenne. Cela concerne des personnalités comme le président de la Douma, des ministres, des vice-premiers ministres ou des journalistes. C'est idiot à deux titres. Premièrement, conformément à une loi russe de l'année dernière, les fonctionnaires, diplomates et élus russes n'ont pas le droit d'avoir des avoirs à l'étranger pour ne pas être corrompus. Effet donc nul. Deuxièmement, prétendre résoudre des crises diplomatiques en interdisant aux diplomates de se déplacer, c'est faire preuve d'une hypocrisie sans borne et oublier que l'Union européenne et les USA ne représentent pas le monde. Il reste tout le continent sud-américain, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, soit 65% du commerce mondial. Et l'on en revient à la question primordiale. Qui a le plus besoin de l'autre? On mettra de côté les USA qui n'ont aucun partenaire, juste des valets, et l'on se concentrera sur l'Europe, l'Union européenne. La Russie fournit à l'Europe un tiers du gaz, du pétrole et du charbon qu'elle consomme. La Russie peut, du jour au lendemain, vendre la totalité de sa production à la Chine, gros consommateur énergétique. L'Europe, elle, n'a que très peu d'options, surtout en ce qui concerne le gaz. Elle devra soit acheter le gaz de schiste américain, soit exploiter le gisement israélo-chypriote et donc résoudre la crise gréco-turque qui traîne depuis 1970, un vrai baril de poudre capable de faire sauter l'OTAN auquel ces deux pays appartiennent tout en étant toujours potentiellement en guerre. Au passage, Gazprom, la grande compagnie russe, est associée à ce projet, le serpent qui se mord la queue. Le chiffre d'affaires entre les Russes et l'Europe occidentale accuse nettement un solde positif et ce, en faveur de l'Europe occidentale. Les grandes transnationales européennes se sont taillées des parts léonines sur le marché russe, à ne citer parmi elles que le géant logistique germano-français Koenenagel ou encore Airbus recevant jusqu'à 40% de son aluminium des entreprises russes. Sans citer la grande compagnie spécialisée en avionique militaire et civile, Thales, ou le très connu fabricant des propulseurs Sagem ou encore Peugeot, Renault et Citroën qui aurait du mal à joindre les deux bouts sans le marché russe. La disparition de ces débouchés juteux générerait également des licenciements en chaîne dans l'Hexagone. Je pourrais également évoquer les supermarchés russes remplis à craquer du cognac Otard ou Bordeaux millésimé à raison de centaines de bouteilles par rayon. Que dire du groupe Mullier, présent en Russie depuis les années 80, au travers des marques comme Auchan, Leroy Merlin ou Decathlon. Car le plus va-t-en-guerre des pays européens, la Hollandie, est aussi celui qui a le plus à perdre en matière d'emploi, de ressources et de débouchés industriels. Tout ça parce qu'un fou comme BHL est allé draguer les néo-nazis de la place Maïdan. Y a-t-il encore un homme sensé dans ce gouvernement d'irresponsables? Même sur la question du Mistral, la France adopte une position suicidaire. Qu'est-ce qui intéressait les Russes dans l'achat du porte-hélicoptère Mistral? La carène? Les matériaux composites?
Non. D'ailleurs, la plupart des ressources nécessaires viennent de Russie, même pour les 2 unités construites à Saint-Nazaire. Non, ce que voulait la marine russe, c'est le système électronique permettant de marier les centres de commande et de prise de décision des différentes unités de combat en haute mer. Ce progiciel de combat faisait cruellement défaut aux navires russes. La période de corruption et de gaspillage de l'ère Yeltsin a fait prendre du retard sur la question aux ingénieurs russes, alors que les excellents chercheurs français travaillaient d'arrache-pied pour affûter leurs concepts informatiques. Conformément aux accords conclus pour la production des Mistral, ce système a été transféré quasiment dès le début à la marine russe pour l'adapter à ses navires, ses hélicoptères et ses avions. Moralité, si l'accord venait à être suspendu unilatéralement par la France, les Russes construiraient quand même leurs navires, pendant que les ouvriers de Saint-Nazaire seraient licenciés, les chantiers se retrouvant avec une ardoise d'1,5 milliard d'euros. Pour l'instant, la Russie de Vladimir Poutine a répondu avec tact à la tentative d'isolement orchestrée par l'Occident. Désormais, les conditions d'obtention des visas pour aller en Russie seront simplifiées. La durée de séjour autorisée augmentée à 6 mois avec plusieurs entrées possibles. Mais il viendra peut-être un temps où la Russie sera fatiguée de tendre la main à une Europe esclave docile de Washington. Le partenaire privilégié dont rêve la Russie est une Europe indépendante, fière de son histoire et de sa culture, gardienne de ses civilisations, consciente de ses intérêts et maître de son destin. Mais si elle n'est qu'un paillasson pour la pornographie américaine et l'immigration de peuplement, autant fermer tout de suite les portes. À la veille de la journée de la poésie, ce vendredi 21 mars, Inna Merkolova, du Centre de Russie pour la science et la culture, en coopération avec le musée littéraire d'État de Moscou, a présenté à l'espace Russophonie du Salon du Livre une petite exposition pour lancer le bicentenaire de la naissance du grand poète, dramaturge, romancier et peintre Mikhail Lourievitch Lermontov, né à Moscou le 15 octobre 1814. Si en France il est beaucoup moins connu que certains de ses compatriotes, Lermontov n'en est pas moins considéré comme le plus grand poète russe de son temps, juste après Pouchkine, et la figure dominante du romantisme russe. Par son œuvre poétique et littéraire, il passe d'ailleurs pour avoir fondé la tradition du roman psychologique russe avec son livre « Un héros de notre temps ». Celui-ci représente d'ailleurs une étape importante dans la formation du roman russe. L'intrigue et le cadre romantique de l'histoire passent au second plan pour faire place au souci de l'analyse psychologique des personnages. Pour Gogol, Tolstoï ou encore Tchekhov, la prose de Lermontov est un modèle de perfection stylistique. Curieusement, il n'existe aucune édition biographique française de cette personnalité qui parlait parfaitement le français comme l'allemand et l'anglais. En 1827, il est élève à la pension noble de Moscou. Il s'enthousiasme avec ses condisciples pour la poésie de Pouchkine et de Byron. Fortement inspiré par eux, il écrit ses premiers poèmes vers 1828, Les Tcherkesses et Le prisonnier du Caucase. Exclu de l'université de Moscou en 1831 pour indiscipline, il entre à l'école des cadets de Saint-Pétersbourg, puis est incorporé dans les hussards de la garde à Tsarskoye Selo. Lors de ses temps libres, il participe à la vie mondaine de la capitale et qui lui inspire en 1835 sa pièce de théâtre, Un bal masqué, et un roman commencé en 1836, La princesse Ligovskaya, qui restera inachevé. En 1837, en réaction à la mort de Pouchkine, tué dans un duel qu'il avait provoqué, il compose son poème La mort du poète, où il s'en prend au milieu de la cour qu'il rend responsable du drame. Cela lui vaut d'être envoyé au Caucase comme simple soldat, mais aussi d'acquérir la célébrité. Il est alors introduit à la direction du Contemporain, le journal fondé par Pouchkine, où il publie son plus beau poème, Borodino. De retour à Saint-Pétersbourg, il renoue avec les milieux littéraires et les salons de la capitale, mais reste un esprit frondeur. À la suite d'un duel avec le fils de l'ambassadeur de France, il est à nouveau envoyé au Caucase, où il participe à une campagne dangereuse qu'il décrit dans ses poèmes, dont un petit nombre d'entre eux sont publiés en 1840 dans un recueil. L'année suivante, le 27 juillet 1841, un duel provoqué par une querelle avec son camarade Martinov, dans des conditions assez obscures, met fin brutalement à sa vie. Il a laissé une œuvre romantique importante, aussi bien dans le domaine littéraire et poétique que dans le dessin et la peinture. Comme poète, il se sentait exilé dans le monde des gens ordinaires, incapable de réaliser son idéal. Il est volontairement coupé du monde ordinaire et n'a pas sa place dans, je cite, ce pays de maîtres et d'esclaves.
Il a écrit 5 pièces en vers dans sa jeunesse et plus tard Le Bal masqué, qui est largement autobiographique. Le héros désenchanté, cher à Lermontov, c'est Pechtchorin. Déjà présent dans Le héros de notre temps et dans La princesse Lougovskaya, personnage central d'un roman composé en fait de 5 nouvelles. Bella, Maxime, Maximitch, Taman, la princesse Marie et le fataliste. Elles sont rassemblées sans ordre chronologique et donnent du héros une image d'abord extérieure par le récit d'un vieil officier, puis plus intérieure par le récit de Pechtchorin lui-même. Ce livre est à la fois un roman d'aventure et une étude de mœurs. L'action se déroule de 1827 à 1833 et retrace l'histoire d'un jeune officier exilé au Caucase après le complot des cabristes. Chacun des chapitres revient sur un épisode de la vie du héros. Dans Maxime Maximitch, celui-ci retrouve en Perse son ancien chef auquel il raconte une partie de sa vie. C'est ce dernier qui, à sa mort, rassemble les récits pour raconter l'histoire de cette âme tourmentée et perdue dans la solitude où l'a plongé son orgueil. C'est une vision originale de la Russie que vous propose l'émission à bâton rompu depuis ses studios moscovites. Anna Karpova et Anna Bobrovitch reçoivent un Québécois, Alexandre Pouliot-Roberge. Journaliste à la Presse de Montréal et à Hockey Magazine, il offre une vision ni européenne ni américaine, mais un point de vue québécois unique, comme son accent qui fait reconnaître cette terre francophone du nouveau continent partout dans le monde. Et en fait, quelle est la différence entre cette image appréhendée que vous avez eue depuis la littérature, enfin tous les livres spécialisés, et la vie réelle que vous avez vue sur place? Est-ce que les Russes ont gardé quelque chose de ce début du siècle, de l'époque révolutionnaire, ou ils ont révolu totalement? Écoutez, moi, l'approche que j'avais de la Révolution russe, c'est une approche surtout historique, très liée, dans le fond, aux révolutionnaires qui ont vécu puis qui ont participé à cela. Donc, en ce qui est de la population, monsieur, madame, tout le monde, j'avais pas... j'avais entendu, j'avais ouï dire, mais j'avais pas d'attente particulière. Ce qu'on me disait beaucoup, c'est que par rapport à l'Amérique du Nord, des fois, la Russie, ça a l'air d'être un peu chaotique. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est sûr que lorsque je me promène, puis moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand l'Union soviétique a tombé, on voyait des statues qui tombaient partout. On a l'impression qu'il n'y en avait plus. J'en ai vu 8 à Sotchi. J'ai vu 8 Lénine à Sotchi. J'en vois un devant Loujniki. J'en ai vu partout en Russie. Donc ça, c'est resté. On est assez surpris des fois du patriotisme soviétique qui peut rester encore très imprégné chez beaucoup de membres de la société russe. Même des personnages qui sont honnis en Amérique du Nord, comme Staline, sont encore aimés par beaucoup de gens. Je m'attendais à ça, mais pas à ce point. Donc, ça allait être un peu un choc. Mais l'aspect peut-être un peu chaotique de société russe, comment les gens conduisent, comment c'est ça les... C'est la liberté, c'est pas le chaos, ils se sentent libres chez eux. Donc ça, c'est un peu... il a fallu que je m'habitue au départ. Puis... peut-être la place aussi des étrangers. Ça dépend peut-être, moi je suis dans le domaine du journalisme sportif, c'est certain. Dans KHL, c'était tout nouveau d'avoir un Nord-Américain sur place. On a des gens qui étaient très heureux, très enthousiastes, d'autres moins. Il a fallu se faire connaître. Puis, vous avez dit que c'était un peu difficile pour vous de s'habituer à la vie russe, à la vie à la russe. Donc qu'est-ce qui était pour vous le plus difficile ici en Russie de prendre et vice-versa, ce qui était pour vous très facile, très plaisant ici en Russie? Parce que lorsque je suis arrivé en Russie, c'est sûr qu'on a toujours un choc culturel parce que on regarde les gens, puis les Russes, les visages sont un peu la mimique différente. Fait que des fois, on parle à des gens, on a eu une bonne conversation, les gens leur répondent, puis tu sais, le concept de le visage neutre, ça n'existe pas, ça, au Québec. Hein? Donc, on se demande si les gens nous en veulent, si les gens sont pas contents. Je dois avouer, c'est cette fameuse relation avec la réglementation, vous savez, où moi, j'ai eu ce problème-là à Sotchi, encore, là, lorsque j'étais bénévole là-bas, où ce qu'on arrive, et puis bon, il y a un règlement qui est écrit, puis il y a un règlement qui est non écrit. Et puis, des fois, je voyais les journalistes russes, bon, je m'en voir l'attaché de presse au TSK, je voudrais parler avec un tel joueur. Ah, mais là, pourquoi tu vas pas y parler toi-même? Puis bon, toutes ces choses-là. Ou quand, après ça, j'ai eu le problème inverse à Sotchi, lorsque j'ai voulu parler des journalistes canadiens. J'ai eu l'attaché de presse qui m'a tombé dessus parce que j'avais pas demandé la permission. Parce que là, maintenant, j'ai été russifié jusqu'à un certain point. Alors, c'est un peu cette relation-là avec la réglementation qui est flexible et puis que, finalement, je veux dire, si on réussit à passer la ligne sans se faire voir, le règlement n'existe plus. Là, bon. Ça a été... j'ai réussi à m'adapter.
Ce qui a quand même été jusqu'à un certain point, je pense, facile, c'est du moment qu'on comprend que les Russes nous en veulent pas, à partir du moment qu'ils parlent un peu fort ou un peu sec, les gens sont très gentils. Ouais. Il faut savoir décoder un peu. Et la langue russe, ça marche? Ainsi s'achève notre édition. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Suivez l'actualité sur le site de Voix de la Russie. Et n'oubliez pas que l'heure la plus sombre précède toujours l'aurore.